Bonjour tout le monde. Je voulais vous présenter aujourd'hui une interview de Claire Séverac, auteure du livre Complot mondial contre la santé aux éditions Alphée. Un très bon bouquin qui s'inscrit, je ne sais pas si vous avez vu hier, mardi 15 mars sur Arte, le dernier DVD et livre de Marie-Monique Robin, Notre poison quotidien, avec des preuves factuelles de la dérive totale mais complète. Je vous invite vraiment à voir ce film. Débrouillez-vous, soit en VOD, soit sur Internet. Il faut absolument le voir. Pour encore une fois, qui va exactement dans le même sens du bouquin de cet ouvrage de Claire Séverac, Complot mondial contre la santé, c'est-à-dire la dérive totalitaire de l'industrie pharmaco-agrochimique et de l'empoisonnement des masses, avec des chiffres du cancer extrêmement élevés en Occident, contrairement au reste du monde qui garde quand même des agricultures et une pharmacochimie beaucoup moins importante. Bref, on y parle de beaucoup de sujets, du complot politique des Bilderberg, du CFR ou de la trilatérale, donc des groupements occultes qui se réunissent dans notre dos, avec un raisonnement vraiment que je trouve très sain de Claire Séverac, notamment le raisonnement vraiment basique du si c'était pas si grave, pourquoi il le cache? Voilà, s'il discute de choses normales, banales, pourquoi ne pas en discuter tous ensemble? Donc c'est une preuve de... Voilà, il faut revenir à des fondamentaux. Je signale qu'Hervé Kempf, dans son livre L'oligarchie ça suffit, vive la démocratie, parle aussi des Bilderberg. Donc ça commence à sortir, tant mieux pour nous. Et ça commence vraiment, et on voit vraiment que ces gens qui se réunissent, en fait, ils se réunissent pour pas grand-chose, puisque la planète court à sa perte, vu le scandale, la catastrophe actuelle au Japon, mais vraiment une catastrophe monumentale, mais vraiment, enfin, on a rarement vu ça. Donc vous avez un tsunami qui est passé, qui a fait de gros dégâts et qui s'en va. Voilà, la nature, c'est toujours carré, toujours propre. Et vous avez l'imbécile être humain qui nous a imposé la fission nucléaire. Et bien maintenant, ils vont dégager de là-bas, ils vont mettre un cordon sanitaire sur un périmètre de 500 km et ils vont plus vivre pendant des siècles. Ou sinon, s'ils veulent, ben ils vivront là-bas, ils mourront de cancer. Et je sais pas, les 10 prochaines années, les 2-3 millions d'enfants à naître, ils seront amputés, enfin ils vont naître avec 2 têtes, avec 4 bras, avec le cœur en moins, je sais pas, des trucs comme ça, comme ça se passe en Irak. Donc c'est très bien toute cette modernité imposée grâce à ces élites plutocrates, hein, et bien sûr, pour finir et passer à l'interview, c'est certainement pas avec des clowns comme Sarkozy, et là, c'est pas moi qui le dis, c'est Saif el-Islam Kadhafi, qui a traité le président français de clown, hein, Dixit Saif el-Islam, puisqu'il lui a financé, il dit, c'est lui qui dit, il lui dit qu'il lui a financé sa campagne électorale à hauteur de 50 millions d'euros ou de dollars, je pense, enfin, peut-être dollars ou euros, de toute façon c'est anecdotique. Donc et on voit là vraiment la gravité de la situation qui nous mène à ces conclusions catastrophiques de Marie-Monique Robin, ou surtout de cet ouvrage de Claire Séverac, Complot mondial contre la santé, que je vous invite vraiment à vous procurer. Il y aura 2 conférences prochainement sur Marseille et sur Paris de Claire Séverac que l'on va organiser. Et je vous invite à faire tourner l'information et à très bientôt. Claire Séverac, bonsoir. Je suis vraiment content de vous interviewer par téléphone concernant votre livre Complot mondial contre la santé aux éditions Alphée, sorti en 2010. C'est un gros bouquin, un bouquin de 411 pages avec 561 références. C'est très bien sourcé. C'est un bouquin qui parle du pouvoir inouï de Big Pharma, ainsi que l'agrochimie et sa pollution environnementale, donc de notre santé, hein, plus simplement. On a vécu dernièrement le scandale du Mediator et ses 2000 morts, ce qui ne rend que votre bouquin beaucoup plus intéressant et dans une actualité brûlante. C'est un livre assez complet, et Dieu sait que j'en ai lu des bouquins sur la santé.
C'est un livre assez exhaustif qui fait une synthèse et vraiment, vraiment très très facile à lire. Et bon, je pense qu'il serait intéressant vraiment, vraiment que les gens l'achètent et qu'ils le gardent, qu'ils le lisent et qu'ils s'occupent et qu'ils s'informent de tout ce qui se passe, parce que je pense qu'il y a des chances de sauver vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Alors, j'aimerais vous poser quelques questions. Première question, qu'est-ce qui a déclenché l'idée de ce livre et pourquoi cette absence totale de passage dans les médias officiels? Parce que dernièrement, par exemple, on a vu une certaine Isabelle Saporta euh, promouvoir son livre Noir de l'agriculture, mais vous, non, semble-t-il. Je ne sais pas pourquoi, donc je vous pose la question. Il y a deux questions. Alors l'idée du livre, c'est que en fait j'ai vécu comme beaucoup de gens vivent jusque-là, quoi. C'est-à-dire que je me rendais bien compte qu'il y avait des choses très bizarres qui se passaient et qui n'étaient pas normales. Et puis après, je revenais à ma vie courante et je faisais je faisais mon travail normal et ce que j'avais envie de faire. Et puis j'oubliais la question, j'oubliais l'incohérence des choses. Quand il y a eu le problème de la grippe H1N1, j'ai trouvé que là, il y avait énormément d'incohérences et énormément de choses justement dans les médias qui ressemblaient à des trucs appris par cœur, quoi, qui n'étaient pas des gens qui fouillaient et qui essayaient de nous dire quelle était la vérité, mais qui répétaient comme un copier-coller, comme des gens qui répétaient un communiqué de presse sans chercher à comprendre ce qu'il y avait derrière. Et d'ailleurs, souvent, les communiqués de presse à 10 minutes d'intervalle étaient contradictoires. Et donc j'ai commencé à chercher pour moi, déjà pour mon information personnelle, pour savoir ce qu'il fallait en penser. Et là, je suis tombée je suis allée de Carré Bancilla, c'est-à-dire que j'ai vu des choses et j'ai vu passer des documents absolument incroyables. Et comme j'ai une formation de mathématicienne au départ, je veux dire, forcément, ça m'a interpellée et j'ai essayé de comprendre pourquoi c'était pas logique. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment tromperie, qu'on nous disait un peu n'importe quoi. Et après, je suis remontée historiquement pour savoir depuis quand c'était comme ça, avec une énorme peur rétrospective. C'est que je me suis rendu compte en enquêtant sur les vaccins, après le H1N1, en enquêtant sur les autres vaccins, que moi, à un moment donné aussi, j'avais pris ma fille sous le bras, j'étais allée me faire vacciner et la faire vacciner contre l'hépatite B, et qu'en lisant ce qui s'était passé après, je me suis rendu compte que les quelques communiqués que j'avais vus dans les journaux ne correspondaient pas du tout à la réalité, à savoir au nombre de personnes qui avaient eu leur vie complètement plombée par ce vaccin. Et donc, à un moment donné, je me suis dit que j'allais en faire un livre parce que ce que je découvrais moi, il fallait absolument que les gens qui n'avaient pas ni le temps ou le goût de chercher soient au courant. Et puis avec donc une peur rétrospective parce que moi j'ai échappé au pire et ma fille aussi pour le vaccin du HB, mais et puis après une énorme colère parce que je me suis dit que c'était absolument dégueulasse de nous faire prendre des risques aussi importants. Et tout en comprenant que si on nous faisait prendre ces risques-là, c'était uniquement pour le profit de quelques-uns. Et, et voilà quoi. Et j'en suis arrivée très vite à voir que c'était une nouvelle guerre. C'était la guerre des générations qui venaient. C'est-à-dire que nous, on a fait partie d'une génération qui a gobé absolument tout ce qu'on nous a dit au nom du progrès, au nom de notre bien-être, etc. On les a crus. Et en fait, sans vouloir être vulgaire, je pense que comment on a pu se faire avoir comme ça, comment on a pu se laisser rouler dans la farine. C'est comme les gens qu'on a envoyés dans les tranchées en 14-18 en leur disant qu'il fallait absolument sauver le monde et sauver la démocratie et sauver... je veux dire, maintenant, je pense qu'on est les esclaves des temps modernes et que nous, simplement, on nous envoie pas au front, mais on nous dit consommer, consommer, un maximum de saloperies qui appartiennent aux mêmes personnes et qui font le profit de quelques-uns. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous et c'est exactement le chemin que j'ai. L'absence dans les médias, parce que quand on remonte la filière, on se rend bien compte que par actionnaire interposé, ce sont les mêmes
à qui appartiennent, enfin, qui sponsorisent les universités au nom de grandes idées humanistes. Enfin, ils nous disent, voilà, on est humaniste. D'ailleurs, dernièrement, on nous a dit Bill Gates, Warren Buffett, etc. Les milliardaires de la planète vont donner 95% de leur fortune pour le bien-être de l'humanité. Ils considèrent que c'est pas bien de le donner à leurs enfants. Il faut le rendre à l'humanité. En fait, quand on se rend compte qu'ils donnent cet argent-là à leur fondation et que leur fondation achète des vaccins à leur entreprise pour aller les distribuer aux petits Africains ou soi-disant, bon, c'est encore une façon d'avoir de l'argent qui place dans une entreprise soi-disant humanitaire mais qui est surtout exempte d'impôts et qui ensuite fait marcher leur industrie parce que ce sont des milliers de vaccins ou des milliers de millions de vaccins et de médicaments qui refourguent. Tout à fait. De toute façon, enfin, tout le monde sait aujourd'hui que le système des fondations n'est qu'un système d'optimisation fiscale, hein, rien d'autre. Et les médias, donc, soit ils appartiennent par action interposée, c'est-à-dire sont les mêmes actionnaires dans les laboratoires, dans les médias, dans les cartels, soit c'est les budgets publicitaires, parce que les laboratoires, c'est pas seulement les produits pharmaceutiques, c'est aussi les eaux de Cologne, les yaourts, les pâtes dentifrice, enfin je veux dire c'est tout un tas de trucs qui paraissent complètement anodins. Donc les budgets publicitaires que ça représente auprès des grands médias font que ces médias-là n'ont pas du tout envie de se mouiller pour défendre quelqu'un qui leur enlève le pain de la bouche. Moi je connais beaucoup de gens dans les médias et quand je leur ai parlé de mon livre, ceux qui étaient vraiment mes amis m'ont dit clairement tu tapes sur les labos donc on n'en parlera pas. Ok. C'est une affaire de gros sous et on peut pas. Ça a le mérite d'être clair. Ah oui. Au début de votre livre, vous parlez des organismes transnationaux, ONU, FMI, tout ça, qui, en fait, quand on y pense un tout petit peu, on remarque qu'il n'y a absolument aucun génocide n'a été évité par l'ONU depuis 50 ans, 60 ans, que des troupes de l'ONU sont impliquées dans des milliers de viols et d'actes pédophiles, que le FMI, par exemple, est une mascarade. L'échec total de l'OMS concernant la fausse grippe H1N1 et ces 2 milliards de vaccins que Roselyne Bachelot a voulu nous acheter. Le FMI en parle puisque Dominique Strauss-Kahn est de retour sur la scène politique. On vient de voir dans le Canard enchaîné de la semaine dernière qu'ils avaient fait un rapport 15 jours avant les émeutes en Libye, un rapport extrêmement positif pour la Libye. Et je vous cite à la page 26, sur le FMI, sur leur site internet, leur objectif c'est de promouvoir la coopération monétaire internationale, de garantir la stabilité financière, de faciliter les échanges internationaux, de contribuer à un niveau élevé d'emploi, à la stabilité économique et de faire reculer la pauvreté. Je ferme les guillemets. Donc, pourquoi continue-t-on à donner du crédit à des superstructures comme celle-ci qui n'ont fait qu'aller d'échec en échec? C'est quand même assez troublant. Mais moi, je suis pas d'accord avec vous. C'est pas un échec. C'est-à-dire que le papier cadeau dans lequel on nous emballe tous ces organismes est vachement joli. Exact. Tout Donc, à fait. on nous dit effectivement dans toutes les chartes de tous ces organismes, c'est toujours pour le bien de l'humanité, pour la faim dans le monde, pour éradiquer la faim dans le monde, pour que plus personne ne meure de faim, pour que plus personne ne soit malade, etc. Donc on nous l'emballe vachement bien. Ouais. C'est un peu normal qu'on l'avale, donc on ne se pose pas de questions. Donc on est bien d'accord, c'est du sentimentalisme, c'est une manipulation assez grossière. Mais c'est pas un échec dans la mesure où quand on remonte dans l'historique et quand on remonte dans les faits et comment ces organismes ont été faits et qu'on réfléchit un petit peu, on se rend bien compte que ça n'a pas été bâti pour le bien de l'humanité. Ça a été bâti pour fonctionner comme ça. Tout à fait. C'est-à-dire pour que ces gens-là, je veux dire, à un moment donné, se sont posé la question, ils se sont dit, c'est quand même mieux de faire des bénéfices sur le monde entier que sur un seul pays.
Bon, pour arriver à vendre dans le monde entier, ils ne pouvaient pas se coltiner régulièrement tous les gouvernements du monde entier chaque fois qu'ils allaient vouloir faire passer une petite loi ou un petit produit. Donc le premier truc qu'il fallait, c'est qu'ils aient la main mise sur le monde. Et qu'ils enlèvent le pouvoir aux gouvernements nationaux qui risquaient de ne pas être de leur côté un jour ou l'autre. Donc ils ont créé des organismes supranationaux qui ont pouvoir sur les gouvernements nationaux. Et c'est pour ça que ça va très bien pour eux et très mal pour nous. Parce que ça passe par-dessus la tête de nos gouvernants qui ne sont pas en mesure de répliquer à ça. L'ONU, le FMI, l'OMS, etc. L'OMS n'a pas mal fonctionné là pour le H1N1. Il était programmé pour fonctionner comme ça. Il était programmé pour faire le bien des cartels, pas notre bien à nous. Tout à fait, tout à fait. C'est ce que je me tue à dire et à répéter à longueur d'année. C'est exactement ça. Mais bon, c'est pas ce qui est dit, c'est pas ce qui est. Le fric, ça a fait rentrer. Pour nous, c'est un échec parce qu'on nous dit il y a un trou de la Sécu. Ça fait moi depuis que je suis née. Je veux dire, je vis avec le trou de la Sécu qui est un truc absolument abominable. Mais quand on voit combien a coûté un vaccin et quel est justement, comme il parle toujours du rapport bénéfices et risques, quel était le bénéfice du vaccin H1N1? Aucun. Quel était le risque du vaccin H1N1? Énorme, et en plus on ne le connaît pas jusqu'au bout. Mais pour la Sécu, ça a été énorme le risque. Mais pour les 2 milliards. Pour les cartels, non. 2 milliards, tout simplement. Pour eux, c'est tout bénef. 2 milliards pour un seul shoot, c'est quand même C'est assez. pas un échec, c'est une pyramide qu'ils ont montée, eux, pour fonctionner comme ça dans leur intérêt à eux. Donc, où il est l'échec de l'OMS? L'OMS, il a été programmé pour fonctionner comme ça, il fonctionne comme il doit fonctionner. Après, on nous dit, ah oui, mais l'OMS a déclaré la pandémie niveau 6, donc c'était normal que nos ministres suivent. Non, c'était pas normal. Mais tout le monde est programmé pour fonctionner comme ça, ou alors il éjecte. Tout à fait, je suis entièrement en accord avec ce que vous dites. Alors, le système ne tient parce que d'un côté, il y a des gens qui veulent le pognon et de l'autre, il y a des gens qui veulent le pouvoir. Exactement. Souvent des médiocres. Concernant, vous parlez une citation de Napoléon, la page 35. Lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers pour l'argent, ce sont ces derniers et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation. Puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit, l'argent n'a pas de patrie, les financiers n'ont pas de patriotisme et n'ont pas de décence. Leur unique objectif est le gain. Donc, vous avez observé certainement la crise financière. On sait que le CAC 40 redémarre avec de très très belles performances. Il se partagent les milliards de dividendes malgré la paupérisation du peuple, malgré les plans d'austérité du FMI en Grèce, malgré les menaces sur les dettes souveraines des pays européens. Je ne parle même pas des émeutes de famine dans le monde, qui ont déclenché les révoltes en Algérie, en Égypte, etc. Et vous avez fait un travail assez intéressant il y a quelques 2-3 pages, 4 pages, sur le Rockefeller et son empire gigantesque. Donc qui possédait au départ la Standard Oil et qui s'est divisé pour ne pas avoir à subir les lois antitrust en Exxon, Mobil, Chevron, Amoco. Après, vous avez derrière, il a acheté Monsanto, Citicorp, General Electric, et il est propriétaire en grande partie, c'est à la page 49, de United Airlines, Northwest Airlines, Long Island Lightning, Atlantic Richfield, National Airlines, 16 autres firmes, multimillionnaires en dollars. Bon, c'est assez hallucinant. On n'arrive même pas à y croire quand on fait les comptes, parce que on parle de milliers de milliards. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous pensez que c'est logique qu'on puisse arriver à des situations pareilles où un homme, un patronyme, enfin, un seul homme puisse posséder tout ça? Normal, je sais pas. En tout cas, ils se sont donné les moyens de le faire, mais il n'est pas le seul. Enfin, moi, j'ai fait une étude sur quelques personnes, parce que je pense qu'il n'y a pas plus de crise économique que de dysfonctionnement dans la santé. Je pense que le système, encore une fois, a été bâti pour fonctionner comme ça, et que je les appelle les banksters, mais oui, parce que c'est les mêmes qui ont provoqué la crise économique et qui mangent sur notre dos comme des sangsues. Donc,
c'est pas, bien sûr que non, c'est pas normal, mais on les a laissés faire aussi parce que il faut absolument que tout le monde ouvre les yeux. La raison pour laquelle j'ai fait ce livre, c'est que je vous ai dit, quand on s'est appelé tout à l'heure, que j'étais grand-mère depuis ce matin, et je me sens une responsabilité terrible vis-à-vis des générations qui viennent, parce que justement, nous, on a été des générations de gens pipotés complètement, et que je pense que la seule chose qu'on peut, enfin, c'est un devoir d'ouvrir les yeux des générations qui viennent et de leur dire surtout, ne croyez pas ce qu'on vous dit. Parce que c'est une entité, c'est-à-dire que ce sont les mêmes qui sponsorisent les universités, ce sont les mêmes qui asphyxient les médias, qui font que les journalistes ne font plus leur boulot, qui est de savoir si l'information qu'ils nous donnent, la moindre des choses serait de vérifier si l'information qu'ils nous donnent est une vraie information ou une information qu'on veut nous faire gober. Ça, c'est le travail déontologiquement d'un journaliste, que les trois quarts ne font plus pour être gentils. Donc, il nous reste à nous, citoyens, citoyens et êtres humains, de se demander est-ce qu'on a raison de marcher avec le courant ou est-ce qu'il faut s'interroger et est-ce qu'il faut ouvrir les yeux des générations futures et leur dire ne croyez surtout pas ce qu'on vous a dit, réfléchissez tout seul. Moi, je demande à personne de croire ce que j'ai mis dans le livre, mais j'ai mis tout ce que j'ai mis dans le livre, j'ai mis les preuves à la fin, et pas les preuves avec un site internet, etc. Je suis remontée aux documents officiels, aux documents du Sénat, aux documents de l'ONU, aux documents d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, etc. Parce que je suis allée voir si vraiment ce que je pressentais était vrai ou si c'était écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Mais comme tout ça est emballé, comme ils contrôlent aussi les médias, encore une fois, c'est vachement bien emballé. Donc, c'est-à-dire que les gens regardent la télé et ils pensent que ce qu'on nous dit, c'est la vérité. Ce qu'on nous dit n'est pas la vérité, c'est celle qu'on veut nous faire gober. Exactement. Vous parlez vous avez le courage de mettre le terme complot dans le titre de votre livre, et vous parlez notamment des Bilderberg, de la CFR et de la Trilatérale, qui sont en grande partie organisées et dirigées par David Rockefeller. Et il y a aussi Le Siècle en France. Et en fait, certains culottés rhétoriciens expliquent que c'est juste des clubs de discussion entre gens de bonne compagnie, d'ailleurs souvent condamnés par la justice dans des affaires nationales, enfin de corruption, etc. Et est-ce que vous croyez sincèrement que des gens aussi puissants, président, premier ministre, ministre, patron du CAC 40, prince, roi, puissent se réunir juste pour discuter, pour papoter, quoi, Est-ce que vous pensez que c'est une explication crédible? Non, mais je pense que, encore une fois, c'est un système qu'on a laissé s'installer derrière notre dos parce qu'on n'était pas vraiment au courant et que si les choses sont tellement claires, je veux dire, on n'est pas tous des imbéciles, il n'y a pas des milliards d'imbéciles dans le monde. Je veux dire, si les choses sont tellement claires, pourquoi est-ce qu'on ne nous associe pas à la discussion et pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'on vit en démocratie? Parce que je veux dire, qu'on nous demande si on est pour ou contre les primaires du Parti Socialiste, personne n'en a rien à carrer. Je veux dire, si on nous demandait, est-ce que vous êtes d'accord pour avaler des pesticides qui éventuellement vont vous donner le cancer? Je pense qu'il y aurait un peu plus de réaction dans la population. Le problème, c'est qu'on ne nous dit jamais ça. Donc les dés sont pipés. Je veux dire, on vit sur un espèce de petit nuage à qui on a délégué à des gens qu'on ne connaît pas le pouvoir sur notre vie et sur notre mort. Et c'est pas normal que ces gens-là se réunissent derrière notre dos pour prendre des décisions qui concernent notre santé, qui concernent le trou de la sécu, qui concernent des trucs qu'on paye après. Parce qu'on paye la crise économique, on paye les cancers à répétition, parce que qui n'a pas dans son entourage quelqu'un en ce moment qui n'est pas en train de mourir d'un cancer? Tout le monde, sans arrêt. Ah oui, ça c'est très juste, ouais. Et donc... c'est des familles entières qui sont décimées. Hein. Pour les OGM, c'est la même chose pour tout, je veux dire. Si les choses sont tellement claires, si les OGM sont tellement bons pour notre santé, pourquoi on ne peut pas faire des études privées? On ne peut pas, parce qu'on ne peut pas avoir accès aux documents, on ne peut avoir accès qu'aux documents du laboratoire. Il n'y a pas de contre-expertise.
Pour les médicaments, c'est pareil. Quand on sait que l'APSAPS, qui décide si oui ou non un médicament doit être mis sur le marché, est financé à 83% par les laboratoires. Je parle même pas des experts marrons des experts qui ont des conflits d'intérêts au sein de l'APSAPS. Il y en a aussi qui sont de bonne foi, des experts au sein de l'APSAPS, mais ils n'ont pour statuer, pour savoir si un médicament est bon ou pas pour nous, ils n'ont pour statuer que les documents du laboratoire. Est-ce que vous pensez qu'un laboratoire qui a mis X milliards sur la découverte d'un médicament va arriver en disant, ben voilà, on a 2 études qui sont bonnes et on en a 4 qui sont pourries, donc le médicament, il n'est pas si sûr que ça. Quand ils ont développé un truc, ils veulent le vendre. C'est clair. Et je comprends que des cartels dont le but est une industrie dont le but est de faire du profit, fassent du profit. Ça, je trouve ça tout à fait normal. Ce que je trouve anormal, c'est qu'ils veuillent faire du profit avec des choses qu'ils savent absolument nocives pour nous. Qui parle maintenant? Il y a eu une plainte, je veux dire, d'un des députés européens après le H1N1, où on a dit où il a démontré noir sur blanc que le vaccin Novartis du H1N1 avait été développé sur des souches, sur des cellules cancéreuses. Normalement, un vaccin est développé sur des souches vivantes, donc c'est soit des embryons de poulet, soit des œufs, etc. On sait que ceux qui ont été développés sur les œufs ont des traces d'albumide. Ils ont développé, quand ils ont eu tellement peur de ne pas avoir assez de matière pour développer des vaccins assez vite, pour nous les refourguer, de ne pas avoir assez d'embryons de poulet ou d'œufs, ils les ont développés en bioréacteur sur des cellules cancéreuses. Expliquez-moi comment personne ne dénonce, enfin si, il y a des gens qui l'ont dénoncé, dont ce monsieur qui a un nom hollandais accouché dehors, dont je ne me souviens plus le nom. Mais bon, la plainte a été enterrée aussi rapidement qu'elle a été faite. Il y a eu un article dans un journal et c'est terminé, on n'en entend plus parler. C'est tout simplement pour aller plus vite qu'ils utilisent les réacteurs à cellules cancéreuses. Et tout le monde sait qu'il y aura toujours des traces dans le vaccin et que vous allez... Pour aller plus vite, pour un vaccin qui ne sert à rien et qui, en plus, peut avoir des tas de conséquences nocives pour nous. C'est quand même assez impressionnant, vraiment impressionnant. C'est pas pour nous guérir, c'est pas pour nous empêcher d'avoir la grippe. Tout à fait. Et puis alors quand on reprend l'historique des vaccins contre la grippe et des pandémies contre la grippe, on peut en parler un long moment. Parce que je veux dire, on s'aperçoit que toutes les... je ne sais pas par quel bout le prendre, parce que je veux dire, le Tamiflu par exemple appartient à Ronfeld. Je veux dire, ça a été, quand ce médicament est sorti, tout le monde l'a traîné dans la boue. Quand Ronfeld est rentré au cabinet de Bush, comme par hasard, le Tamiflu est devenu un médicament qui pouvait sauver de toutes les pandémies de la grippe. Ouais. Et comme par hasard, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu des pandémies de grippe à répétition, dont la grippe aviaire, où dès qu'on voyait un canard dans son jardin, on mourait de trouille en se disant « Oh, on va attraper la grippe aviaire ». Je veux dire, après, ça a été la grippe porcine, après, ça a été le H1N1, et ça continue. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'irrationnel dans tout ça, vraiment. Il y a vraiment aucun esprit scientifique critique, ni quoi que ce soit de raisonnable dans tous ces comportements de panique et de... C'est vrai que c'est... Quand on interviewe, comme je l'ai fait, les scientifiques qui, eux, ont dit « Ah mais là, c'est anachronique », on leur a dit « Vos gueules, parce que sinon, vous perdez votre chaire à l'université, vous perdez vos crédits de recherche, vous perdez, etc. » Alors quand Mme Bachelot venait nous dire qu'un expert, mais bien sûr, il peut être appointé par l'industrie et être un très bon expert et surtout être intègre. Mais comment voulez-vous que quelqu'un soit intègre quand il dépend, on en revient à la citation de Napoléon, comment voulez-vous que quelqu'un soit intègre quand tous ses budgets viennent des laboratoires? Exactement. Et qu'on s'aperçoit que c'est quand même des fois de façon vachement cachée. C'est-à-dire c'est soit un crédit de recherche, soit un crédit pour son laboratoire, pour l'achat de machines, soit, c'est pas possible. Je veux dire, parce que si c'était tellement possible, pourquoi les experts qui osent dire attention, là il y a un problème, ils se font virer du jour au lendemain, ils se font massacrer par l'industrie, réduits à néant, donc il faut savoir,
si on peut être intègre et travailler à la fois pour l'industrie, pourquoi est-ce qu'ils font fermer leur gueule à ceux qui osent dire qu'il y a un problème? Il y a un argument qu'utilise Big Pharma très souvent, un argument assez extraordinaire, c'est l'innovation technologique. Hein. Ils nous montrent leur laboratoire, les 250 millions d'euros que Servier, par exemple, met dans la recherche, ce qui est très bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Mais en même temps, on a 150 000 cancers par an, décès, nouveaux cancers. On a sorti l'excuse de l'âge, mais en fait pas du tout. Il y en a de plus en plus chez les 30-40 ans. La iatrogénie médico-chimique conduit à 140 000 hospitalisations, 13 000 décès. 13 000 décès, et près de 3 fois plus les accidents de la route quand même. 20 000. Comment 20 000 facile. 20 000, ouais, bah, de toute façon, c'est des chiffres très difficiles à connaître, puisque c'est pas le système médical qui va déclarer une iatrogénie quand même. Hein. Et sans oublier les maladies nosocomiales, bien sûr. Ça, on parle des problèmes de prescription médicamenteuse. Ça, quelle est la presse qui nous le dit? Personne, absolument personne. À Alors, longueur de journée, il y a 3000 morts, je sais pas, enfin je veux dire, il y a tant de morts par accident de la route, etc. Donc on met des radars partout, exactement. il faut être vigilant, etc. Mais qui nous dit, attention, il y a tant de décès par an par les médicaments, soyez vigilants? Personne. Rien. Pourquoi? Absolument rien. Sans oublier de parler des maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, l'autisme qui est passé de 1 sur 10 000 naissances à 1 sur 300 filles et 1 sur 350 garçons. C'est une véritable épidémie. Et en fait, dans votre livre, vous expliquez beaucoup de choses. On nous annonce, enfin, c'est pour ça que je pense que la seule chose qu'on peut faire dans nos générations-là, c'est une prise de conscience aiguë. Parce que l'autre jour, par exemple, je regardais la télé, je sais pas, et il y avait, c'était après Noël, il y avait entre les gens qui étaient allés se baigner au Cap d'Agde le 31 décembre, comme ils font tous les ans, Ouais. etc. Et je sais pas quoi, l'ouverture d'un supermarché ou j'en sais rien, il y avait en information en boucle, un enfant sur 440 va avoir un cancer avant l'âge de 15 ans, dont la moitié avant l'âge de 5 ans. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je veux dire C'est que monstrueux. il y a 20 ans, combien d'enfants avaient le cancer? Bah, Et maintenant, on nous annonce entre deux trucs complètement C'est rarissime. anodins. Avant, un enfant sur 440 développera un cancer avant l'âge de 15 ans et la moitié avant l'âge de 5 ans. Mais il ne faut pas paniquer parce que c'est juste parce que maintenant, la détection est beaucoup plus aiguë et puis les guérisons sont spectaculaires. Attendez, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, il y a combien de guérisons de cancer qui sont spectaculaires par rapport au nombre de gens qui meurent de Bah, cancer? il n'y en a pas. Il y a une étude qui vient de sortir en Australie. La chimiothérapie soigne 2,6%, espérance de vie supérieure à inférieure à 5 ans. Donc au-dessus de 5 ans, c'est 2,6 sur 100 et peuvent espérer vivre jusqu'à 5 ans. Donc ça, ils soignent absolument rien du tout. Quand on fait des recherches sur les actionnaires, justement, et qu'on s'aperçoit qu'on fait à un moment donné, les gens comme Monsanto, Syngenta, enfin je veux dire plein de boîtes comme ça, Sanofi Aventis, etc., ils ont créé ils ont vite compartimenté les choses, c'est-à-dire qu'il y en a un qui s'occupe des pesticides et de l'agrochimie, et il y en a un qui s'occupe de guérir, soi-disant, c'est-à-dire de faire les médicaments qui vont nous guérir, etc. Mais en fait, quand on s'aperçoit que ce sont les mêmes actionnaires qui ont des parts dans les sociétés qui fabriquent les pesticides et qui fabriquent la chimiothérapie, je veux dire que le lien est facile à faire. C'est-à-dire que plus il y a des gens qui sont atteints par les pesticides et qui développent de cancer, plus ils vendent de médicaments en chimiothérapie. Complètement, sauf que ces médicaments sont totalement inefficaces. Hein, c'est ça le problème. Parce que là, on nous explique l'innovation, les milliards, et en fait, il n'y a aucun résultat. Ils n'arrivent même pas à soigner une grippe. Ils n'arrivent pas à soigner un rhume. Donc c'est quand même inquiétant de voir, par exemple, de mettre de l'argent dans le Viagra des trucs complètement inutiles, en plus dangereux pour les cardiaques, et de ne pas pouvoir soigner un cancer ou un diabète, puisque ce sont des ALD, hein, on est malade toute notre vie, on est obligé de prendre des médicaments à vie, ce qui est très rentable pour l'industrie pharmacochimique. C'est Donc, le même qui fabrique
fabriquent des vaccins ou des médicaments qui donnent le diabète qui fabriquent l'insuline. Exactement, exactement, exactement. Il faut vraiment lire ce livre pour comprendre tout ça. Le problème qu'on a tous, c'est qu'on a été élevés en pensant que l'industrie pharmaceutique était faite pour nous soigner, que les médecins étaient là pour nous sauver la vie. Et je veux dire, je ne tape pas sur les médecins, parce que je pense qu'il y en a énormément qui, comme des chercheurs, il y a énormément de chercheurs qui sont vachement honnêtes et qui subissent pire que ce que nous on subit. Mais bon, il y en a beaucoup aussi, je veux dire, qui dans l'industrie qui fabriquent pas des médicaments pour nous soigner. Ils fabriquent des maladies pour nous faire consommer leurs médicaments. Et ça vient, quand on fait une recherche historique, on se rend compte effectivement que ça vient de quelques personnes qui ont décidé à un moment donné deux choses. C'est-à-dire que comment on peut faire du pognon, c'est en vendant, en contrôlant la nourriture, et deuxièmement, qu'est-ce qui fait que les gens sont vachement réceptifs, c'est quand ils ont peur pour leur vie, donc la santé. Donc les deux créneaux où ils pouvaient vraiment faire du blé, c'était la santé et la nourriture. Et comment faire du blé encore plus, c'est en contrôlant ces créneaux-là sur le monde entier. Exactement. Vous faites dans votre bouquin, il y a plein de petites histoires donc pour comprendre pourquoi tout ce système est totalement dégénéré. Donc plein d'histoires de corruption, de fausses études scientifiques financées par les labos, etc. Le système des chaises musicales, les revolving doors des politiques. Voilà. Alors comment on peut penser que les gens sont intègres quand il y a quelqu'un qui est ministre de la Santé pendant 2 ans sous un gouvernement américain ou français ou canadien, etc. Après, quand ces gens-là ne sont plus en poste parce que les gouvernements ont changé, hop, ils sont récupérés immédiatement par Monsanto ou par Rockefeller ou par les gros laboratoires, où ils deviennent directeurs de la recherche ou directeurs du marketing, etc. Et après, ils vont à la SAPS ou à la FDA, dans les institutions qui autorisent les médicaments. C'est-à-dire que il faut pas être, je veux dire, il faut juste un peu de logique pour se rendre compte que quelqu'un qui va de Monsanto et qui va dans le gouvernement Bush pendant 2 ans, juste le temps de faire passer une loi sur les OGM ou une loi sur les pesticides, etc., qui favorise bien évidemment l'industrie. Comment il peut être après de bonne foi quand il redevient ministre ou quand il est à la tête de l'agence de santé. Son contrat va s'éteindre avec des agences internationales sanitaires ou avec un gouvernement. La seule porte de sortie qu'il aura, c'est de devenir PDG de Monsanto ou PDG d'une autre boîte comme ça. C'est un conflit d'intérêts, c'est légalement ça existe, c'est interdit. C'est un conflit d'intérêts, mais je veux dire, si vous faisiez ça au niveau d'une PME, je vais vous dire pourquoi, je veux dire, il y a des trucs tout cons. En France, si un employé veut témoigner pour ou contre son patron, on va dire il y a conflit d'intérêts puisqu'il est, je veux dire, il est soumis à... Exactement. Enfin, il peut être influencé par son patron, etc. Et à ce niveau-là, il n'y en a pas. C'est ça qui est terrible parce que la justice, elle a prévu déjà tout ça et en fait c'est un déni de justice. La justice n'est pas appliquée et il n'y a absolument aucune loi à inventer puisque ça s'appelle de la concussion. C'est des intérêts, c'est l'autorité publique qui va faire profiter le privé de certaines largesses. Tout est clair, tout est dans le code pénal, mais la loi apparemment n'est pas appliquée. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai fait une recherche vraiment pendant des mois et des mois, parce qu'après, quand on rentre là-dedans, c'est absolument innommable, je veux dire, ce qu'on découvre. Donc après, il faut bien trouver les preuves et trouver pourquoi ça fonctionne comme ça. Et je veux dire, finalement, c'est un système qui est hyper bien organisé, sauf qu'on s'en doute pas. C'est un système mafieux, tout simplement. Et tout est très cohérent. Vous parlez du prix Galien que je connaissais pas. C'est un très gros prix, très prestigieux. Il est quasiment international. Et en fait, j'ai fait une petite recherche là sur leur site officiel et ainsi que sur la liste des 77 médicaments qui sont sous surveillance actuellement après le scandale du Mediator. Et en fait, par exemple, chaque année, ils donnent des médailles aux médicaments, aux nouvelles découvertes, etc.
Donc, parmi tous ces médicaments qui sont sous surveillance, voire interdits, comme le Vioxx, ben, le Vioxx, il a été primé en 2000, le Champix en 2007, le Glivec en 2002, le Viagra en 99, le Gardasil en 2007, le Prévenard en 2003, l'Angérix B en 87. L'Angérix B est coupable d'un mort toutes les 6 heures en France. Le Xarelto en 2009, le Zivoxide en 2003. Tous ces médicaments sont sous surveillance, donc ils ont des effets secondaires très importants, très graves. Le Vioxx a tué je ne sais combien de personnes dans le monde. Et ils ont tous été promus par le prix Galien. C'est quand même ahurissant. Ah oui, mais bah non, c'est pas ahurissant. Enfin, je veux dire, on a oublié une chose, c'est que on pense que la santé était un domaine à part qui était complètement blanc et que le reste du monde, bon, fonctionnait avec le marketing, etc. Mais tout fonctionne comme ça. Je veux dire, tout fonctionne absolument comme ça. C'est-à-dire, ils savent très bien, c'est comme recevoir un Oscar d'avoir le prix Galien. Eh bien, exactement. Et il faut savoir qu'au prix Galien, chaque année, il y a au moins la ministre de la Santé. Roselyne Bachelot, il y a eu Xavier Bertrand. C'est quand même quelque chose d'extrêmement prestigieux et d'officiel. Hein. C'est quand même... En plus de ça, je veux dire, il y a je sais pas combien de milliers de médecins qui se réunissent pour le donner, etc. Mais bon, alors ça, c'est encore tout le système qui est comme ça. C'est-à-dire que les médecins n'ont pour être tenus au courant que la presse... que les visiteurs médicaux qui sont payés par les laboratoires. Un visiteur médical revient à 25 000 € par visiteur. Donc les laboratoires, il faut croire que il faut croire que c'est lucratif pour eux. Parce que sinon, il n'y aurait pas autant de visiteurs médicaux à ce prix-là. Et les médecins n'ont, pour se tenir informés, ils n'ont pas accès aux données contradictoires sur un médicament. Ils ont juste accès aux visiteurs médicaux et à la presse médicale, au quotidien du médecin, etc. Quand on ouvre le quotidien du médecin, on regarde, je veux dire, les articles. Alors, d'abord, à la page 1, c'est sponsorisé par Eli Lilly. La page 2, c'est Monsanto ou c'est Sanofi Aventis. Enfin, je veux dire, ça n'est payé. Ce sont des journaux qui sont gratuits parce qu'ils sont complètement payés par les laboratoires. Est-ce que vous croyez vraiment que les laboratoires vont laisser sortir un article qui est contre eux? Ah, jamais. Impossible. C'est ça. Ils s'appuient sur les grands pontes, pas tous, parce que là encore une fois, je veux dire, il ne faut pas généraliser. Il y a des gens qui sont parfaitement intègres et qui sont victimes du système. Et combien de fois les gens croient, ou les médecins même, croient qu'ils ont affaire à un véritable article écrit par un grand ponte de la médecine. Or, c'est un communiqué du laboratoire qui, au lieu de faire une pub, ils font un article soi-disant scientifique signé par un grand ponte qui ne rédige pas l'article, qui n'a absolument pas vu de quoi a été fait le médicament et qui met juste sa signature, sa crédibilité et sa réputation en bas. Un échange effectivement. C'est scandaleux, scandaleux. Pareil pour les journalistes. Hein. Je veux dire, il y a plein de journalistes qui font des piges ou qui rédigent des articles des labos et qui se prennent du fric pour ça. Et donc après, qu'est-ce qu'ils vont dire à la télé ou à la radio? Ils vont dire que le truc est pourri. C'est réellement scandaleux. J'ai une autre question qui concerne des déclarations assez terrifiantes de certains politiques ou princes, notamment celle par exemple de Robert McNamara, hein, qui disait donc il faut prendre des mesures draconiennes de réduction démographique contre la volonté des populations. Réduire les taux de natalité s'est avéré impossible ou suffisant. Il faut donc augmenter le taux de mortalité. Comment? Par des moyens naturels, la famine et la maladie. Ted Turner, le mania des médias, expliquait en 1996 une population totale de 250 à 300 millions de personnes, un déclin de 95% par rapport au présent niveau serait l'idéal. Et pour finir, le prince Philippe d'Édimbourg a écrit « Dans l'éventualité où je serais réincarné, je voudrais revenir comme un virus mortel afin de contribuer en quelque chose pour résoudre le problème de la surpopulation. » Et en fait, il y a par exemple un certain comité mexicain Provida a remarqué que dans des vaccins du tétanos, hein, anti-tétanos, ce qui est un concept c'est impossible de fabriquer un vaccin antitétanique, hein, puisqu'il est complètement anaérobie, le Clostridium tétani, mais c'est une autre affaire. Il y avait dedans des anticorps anti-HCG
hein, l'hormone de la grossesse, et qui rendait les femmes stériles. On parle aussi de maïs contraceptif. Que pensez-vous de cette volonté de réduire la population mondiale? En fait, là, il faudrait que j'étudie le problème beaucoup plus à fond. Parce que je suis partagée entre deux idées. Je pense que s'ils ont fait ces déclarations, c'est pas pour rien. Et Mhm. qu'encore une fois, si ces gens-là se réunissent derrière notre dos pour prendre des décisions qui peuvent être contraires au genre humain, c'est pas par hasard. De notre côté, je me rends bien compte que on est, on a une certaine, enfin, l'être humain n'a de valeur pour eux que dans la mesure où ils consomment. Donc, je suis assez mitigée. Je ne sais pas s'ils veulent vraiment nous faire mourir ou alors après avoir beaucoup consommé. C'est peut-être pour ça C'est qu'il y a vrai que c'est tellement de maladies contradictoire. C'est vrai que chroniques. c'est Avant, on contradictoire. mourait de maladies. Bon, maintenant, on meurt de maladies où on est malade longtemps et où on est mal longtemps et où on consomme longtemps. Donc, je pense que c'est pas aussi peut-être pas aussi réfléchi que ça, c'est-à-dire que et tout se tient, hein. C'est la même chose avec les OGM. Quand ils vous disent qu'ils font les OGM parce qu'il faut nourrir 6 milliards de personnes dans le monde et que les OGM ou la viande industrielle, etc., on nous dit c'est parce que on ne peut pas produire assez pour nourrir la population mondiale. Mais quand on voit quelle est la politique de Monsanto, par exemple, qui fait des graines stériles, c'est-à-dire que tous les paysans dans les pays les plus pauvres pouvaient prendre leurs semences d'une année à l'autre et la replanter, et que maintenant on s'aperçoit qu'ils font des semences stériles, c'est-à-dire qu'ils obligent ces paysans-là tous les ans à racheter des semences, on ne peut pas dire que ce soit pour aider la population mondiale à lutter contre la faim. Pas du tout, effectivement. Ah, ça c'est clair, ça c'est clair. Donc il y a des tas de choses comme ça qui sont pas, qui sont complètement folles. Je veux dire, ils ont complètement épuisé les paysans en Inde. Je veux dire, qui se suicident par centaines. Euh, L'Argentine, que tout le monde connaît comme des grandes prairies où paissaient les vaches, etc. Ils ont tout détruit pour faire du maïs, du soja transgénique. Alors ça c'est encore un truc qui mérite réflexion aussi. Parce ils ont complètement tué ces pays-là en mettant, ils ont enlevé les bêtes de ces pays-là. Il n'y a plus de prairies, il n'y a plus de bœuf en Argentine ou plus beaucoup. Et ils font du soja transgénique pour nourrir notre bétail en France. Et notre bétail en France, les paysans, on leur dit on vous l'achète 3 francs 6 sous parce qu'il y a surproduction. Ouais, c'est assez impressionnant. En fait, il y a tout le monde en souffre. Que ça soit l'agriculture intensive, enfin le tiers-monde ou le monde occidental, tout le monde souffre de cette politique de l'agriculture et de l'élevage intensif. Oui, mais enfin, c'est une politique des cartels, parce que je veux dire, c'est comme quand le gouvernement vient à la télévision et qui nous disent, mais de toute façon, on va faire des enquêtes pour savoir pourquoi les paysans, on leur achète leurs produits tellement bas et pourquoi c'est revendu tellement cher en grande surface. On va faire une enquête pour savoir pourquoi. Et c'est très facile de savoir pourquoi, parce que si un paysan qui met X mois à élever ses bêtes, à produire ses légumes, etc., on le lui achète 3 centimes le kilo de pommes ou rien du tout, je veux dire son kilo de bœuf, et que c'est vendu 3 euros en grande surface le kilo de pommes, ou 5 euros même, et très cher la viande, je veux dire, entre les deux, il y a quoi? Il y a la grande distribution. Bah oui, Hasard. ah Donc oui. il ne faut pas chercher où est l'argent. Il faut pas chercher. Mais c'est pour ça que je pense que c'est un système qui est totalement construit pour fonctionner comme ça. Parce qu'il ne faut pas chercher où est le trou de la Sécu. Quand on fait des vaccins qui coûtent 400 ou 500 euros à la communauté et qui sont dans le meilleur des cas ne servent à rien et dans le pire des cas nous rendent malades parce que ils produisent Guillain-Barré, ils produisent l'autisme, ils produisent des tas d'autres maladies. Bon, je veux dire, et le trou de la Sécu dans les vaccins qui coûtent 500 euros qui servent à rien, je veux dire, on sait où est l'argent. Et la crise économique aussi, on sait où est l'argent. Donc, Effectivement. pourquoi ils viennent nous faire de grandes déclarations à la télé pour dire on fait des enquêtes Ouais. pour nous
pour nous en papaouter 5 minutes de plus, 3 jours de plus, ou un an de plus. Mais Faut bon, bien faire croire qu'on est en démocratie. c'est évident. Je veux dire, c'est évident que ce sont les mêmes personnes. Tout à fait. Vous parlez dans votre bouquin, le complot mondial contre la santé, d'un paradoxe concernant les OGM très intéressant. C'est le principe d'équivalence en substance. C'est-à-dire que l'industrie des OGM, Monsanto, Pioneer, BASF et compagnie, ont trouvé une petite astuce, c'est le principe d'équivalence en substance, c'est-à-dire que le maïs OGM est identique en tout et pour tout au maïs normal, ce qui pouvait donc exempter toutes ces nouvelles chimères de toute étude ou autorisation, puisque c'est du maïs. Et vous posez une question, mais alors pourquoi breveter? Pourquoi payer aussi cher? Puisque c'est pareil. Donc c'est quand même une contradiction que peu de gens ont notée. Ah, oui, parce que je veux dire, il faut être logique dans la vie. Si on dit, quand on introduit un gène, déjà c'est une malhonnêteté de dire on introduit un gène ou une séquence ADN dans un organisme et on dit que c'est la même chose qu'il y a un gène différent ou qu'il n'y ait pas de gène différent. Déjà, c'est malhonnête. Complètement. Et en plus de ça, à partir du moment où ils ont introduit le gène différent, ils disent ça nous appartient. C'est comme ça qu'ils s'approprient toutes les semences, qu'ils s'approprient. Enfin, je veux dire, Monsanto a même essayé de mettre une séquence ADN sur du porc, et à partir de là, ils disaient tous les porcs nous appartiennent. Ouais. Donc, je veux dire, si un organisme génétiquement modifié est la même chose qu'un organisme qui n'a pas été modifié, pourquoi est-ce qu'il demande un brevet dessus? Complètement. C'est une question d'une simplicité et d'une évidence vraiment déconcertante. Et pourtant, plus personne ne se pose ce genre de questions et sont prêts à payer des milliards, des brevets, à autoriser. C'est complètement fou, hein. On observe ici la limite intellectuelle de l'homme, hein. C'est quand même... Ça n'a pas été fait au hasard. C'est-à-dire que avant de sortir le premier OGM, ils ont dit pour que ça passe, on va dire qu'un OGM qu'un organisme génétiquement modifié, un poireau, un soja, etc., c'est la même chose qu'un organisme, qu'un soja qui n'a pas été modifié. Ce qui implique qu'on ne pouvait pas faire de recherche dessus et il n'y avait rien à dire. Circuler, il n'y a rien à voir, parce que c'est la même chose. Donc ça enlevait toutes les enquêtes qui pouvaient être faites là-dessus. Mais si, justement, s'il n'y a pas de lézard, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vérifier? C'est... Si vous n'avez rien à vous reprocher qu'on enquête sur vous, vous en foutez. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est évident. C'est évident, mais c'est quand même assez troublant. Il y a plusieurs anecdotes dans votre livre, très très intéressantes, qui sont assez terrifiantes surtout, hein. C'est l'histoire du maïs avec une protéine pour traiter, donc c'est un genre d'alicament, pour traiter les diarrhées des cochons en 2001, qui s'est retrouvé dans l'alimentation humaine. Quand on rajoute le maïs BT avec le pesticide à l'intérieur, ça vous donne à peu près une idée de ce qu'on mange. Vous parlez d'un milkshake à la fraise avec 50 produits chimiques à l'intérieur. Ça, c'est quand même pas mal. Une anecdote à la page 354, poulet aux stéroïdes en Chine, avec un blanc de poulet de 36 cm. C'est quand même... c'est pas naturel, on va dire. Vous reprenez, ça c'est une information que je connaissais déjà, c'est le placenta humain qui a été récupéré des maternités et donné à manger au bétail, hein, en Suisse. C'est passé en Suisse, une information qui était parue, je crois, dans Le Monde. Ça ressemble aussi aux cellules de fœtus humains qu'on met dans les cosmétiques, ce qui est quand même assez gerbant, tout ça. Vous parlez d'huile frelatée dans certains produits, hein, de l'huile de vidange. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas qu'il y a eu un même souci au Maroc dans les années 50. Après le départ des forces américaines, certains imbéciles idiots et dégénérés ont cru judicieux de commercialiser l'huile de moteur d'avion. Ça a donné, je crois, des dizaines de milliers de paralysies. Donc c'est une affaire extrêmement grave, extrêmement sérieuse. C'est quand même des anecdotes terrifiantes. On croirait être dans un film d'horreur. Bon, on est dans un film d'horreur, hein, parce que
Je veux dire, quand on regarde l'élevage industriel, etc., je veux dire, c'est catastrophique. C'est absolument catastrophique. Comment les hommes, comment nous qui avons la pensée par rapport à ce qu'on fait des animaux, parce je veux dire, encore un autre débat, mais je veux dire, comment on peut traiter les animaux? Je veux dire, nos ancêtres allaient à la chasse, ils mangeaient, ils tuaient pour manger, etc. Ça peut se comprendre. Mais nous, je veux dire, on traite ces animaux de façon absolument immonde. Et ça nous retombe dessus parce que, bon, moi, je vous suis pas encore sur tout votre débat dont on a parlé tout à l'heure. Mais je veux dire, je crois foncièrement qu'on n'est pas ni sur Terre par hasard, ni complètement ni isolés les uns des autres, que ce soit les animaux, les plantes, je pense que la création est un tout, et que quand on traite les animaux comme ça, je veux dire, il y a une part de karma qu'on va devoir avaler. Je veux dire, c'est pas normal. Et ça nous retombe dessus d'ailleurs. Je veux dire, la punition, elle est déjà là. Parce que quand on traite les animaux de cette façon-là et qui sont dans des conditions d'hygiène épouvantables, on voit les truies qui peuvent même pas regarder, elles mettent bas, elles peuvent même pas tourner la tête vers leurs petits qui sont en train de les téter parce qu'ils sont complètement, je veux dire, aliénés et attachés dans les cages, etc. Que les poulets ont leurs pattes qui tombent tellement ils s'accrochent parce qu'on les met sur des clayères qui sont en pente pour que les excréments puissent s'évacuer, etc. Je veux dire, on les traite de façon innommable. Et quand on les traite comme ça et que les conditions d'hygiène sont terribles, les poissons c'est pareil, hein, je veux dire. Donc on est obligé de leur donner des tonnes d'antibiotiques, on est obligé de mettre des tonnes de désinfectants, on est obligé, et ça nous retombe dessus dans la mesure où après on bouffe des antibiotiques, on ne mange pas du poulet, on ne mange pas de la vache, on mange des antibiotiques. Tout à Et fait. après on nous dit, ah bah oui, mais maintenant, après quand vous êtes malade et que vous prenez un antibiotique, ça vous fait plus rien. Parce que notre Exactement. corps est bourré d'antibiotiques. Exactement, exactement. Tout ce qu'on nous raconte, ce sont des mensonges. Quand on pense, je veux dire, les marins pêcheurs, ils allaient à la pêche, ils ramenaient leurs poissons, ils le vendaient à la criée, les gens mangeaient les poissons, tout allait bien. On nous dit pareil, on nous dit, oh, mais on peut pas, quoi, il faut faire de la pêche industrielle parce qu'on pourrait pas nourrir le monde entier, on n'a pas assez de poissons. Mais par contre, on est en train de vider les mers. Et quand on sait qu'il faut 5 kilos de poissons de mer pour produire 1 kilo de poissons d'élevage, qui détruit les mers? Est-ce que c'est pour nourrir le monde ou est-ce que c'est pour engraisser les multinationales? Parce que le marin pêcheur qui est sur le port et qui vendait à la criée, il n'engraissait pas les multinationales et il risquait pas de le faire. Donc de toute façon, comme le paysan qui faisait son cochon, qui engraissait son cochon et qui le tuait après et qui faisait ses conserves et qui le vendait. Donc la seule façon dont les multinationales pouvaient foutre le nez dans cette chaîne, c'était de produire à grande échelle et de nous dire il y a danger parce qu'on ne pourra pas nourrir la population. Mais quand on est obligé de détruire 5 kilos de poissons de mer pour faire 1 kilo de poissons d'élevage, il faut qu'ils arrêtent de nous raconter que c'est pour nourrir l'humanité. Ah, pas du tout. Ben, je pense qu'il y a même un objectif de destruction de la planète, tout simplement. Il y a juste un objectif de profit. C'est-à-dire que ces gens-là veulent mettre leur nez et avoir du profit sur tout. Oui, mais là, on retombe toujours sur le même paradoxe que vous évoquiez tout à l'heure, notamment le profit, vous pouvez le faire, vous pouvez le maintenir s'il y a quand même une planète qui fonctionne, si vous avez des bestioles qui fonctionnent, si vous tuez tous les poissons en respectant pas les périodes de fertilité, etc., il y a plus de profit. Qui est bourré d'hormones, qui est bourré de... Mais tout est comme ça. Moi, j'ai des cousins, je suis du Pays Basque, j'ai des cousins qui sont paysans, etc. Et j'ai vu la progression. C'est-à-dire que ces gens-là, de génération en génération, faisaient du mouton et de la vache et le faisaient de façon, je veux dire, humaine, etc. Un jour, il y a des gens qui se sont pointés et qui leur ont dit, ah, mais maintenant, il faut avoir des treilleuses automatiques. Donc, pour investir dans des treilleuses automatiques, il fallait plus qu'ils aient 30 vaches, il fallait qu'ils en aient 300, il fallait plus qu'ils aient 40 moutons, il fallait qu'ils en aient 1000, etc. Et après, on leur a dit, mais c'est mieux de faire l'insémination artificielle, etc. Et après, ils ont eu des brebis qui avaient
qui avaient 3 bébés, qui ne pouvaient pas les nourrir. Donc, je veux dire, c'est des produits chimiques qu'on donne, donc ça fait marcher toute l'industrie. On leur donne des hormones, ça fait marcher l'industrie. On leur donne des antibiotiques, ça fait marcher l'industrie. Et c'est tout comme ça. Et il y a quand même des passages vraiment, vraiment horribles concernant l'élevage de toutes les bêtes, hein, du lapin, de la poule, du cochon. Dans votre bouquin, c'est vraiment assez détaillé et il faut vraiment les lire pour comprendre ce qui s'y passe. Et notamment les poules qui tombent sous leur propre poids parce que les os n'ont pas eu le temps de croître, notamment l'élevage de poissons au Vietnam dont on accélère la pendaison avec de l'urine de femmes enceintes séchées. Enfin, il y a vraiment des passages d'une cruauté, d'une folie que rien ne pourrait expliquer ou pardonner, absolument rien. C'est bien ce que je vous dis. Je pense que l'homme va, enfin, de toute façon, c'est dans la Bible aussi. Hein, on va mourir de notre propre. On est en train de mourir. D'ailleurs, c'est en train de se réaliser de notre propre bêtise. Ouais, ben on y est, je crois. Et on est en train de mourir de notre propre bêtise, comme on a été chassé du paradis terrestre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on autorise ça, où on laisse faire ça, je veux dire, c'est karmiquement, c'est quelque chose qu'on aura à payer. Je pense, ouais, je pense sincèrement, je crois que c'est évident parce que pour ceux qui... Parce qu'on ne peut pas tous dire qu'il y a un moment où il faut ouvrir les yeux, je veux dire. Complètement. Et moi, j'ai fait la recherche pour moi et je pense que mon devoir, c'était de le dire parce qu'on ne peut pas vivre comme ça en disant... mais bon, vous parliez tout à l'heure du Bilderberg, etc. Je veux dire, bon, c'est un tout, c'est une philosophie totale. C'est-à-dire, d'un côté, on fait tout ça et de l'autre, on met des bandeaux, on joue à Colin-Maillard avec les peuples pour pas qu'ils regardent trop ce qui se passe et qu'ils avalent ce qu'on leur dit. Et tout va... c'est un tout, c'est-à-dire les shows télévisés qui nous abrutissent. Maintenant, un enfant veut pas devenir un grand savant ou un grand électricien ou un grand... Il veut devenir connu. Tout à fait. On nous fait des shows avec la Star Academy, les machins, où on dit à tout le monde, mais on brûle toutes les étapes. Je veux dire, vive les compagnons à l'époque qui faisaient leur tour de France et qui apprenaient un métier. Eh oui, ben, c'est comme les étapes de la croissance qu'on brûle des poules. C'est la même chose. Au lieu d'attendre 8 semaines, on fait ça en 3 semaines. Il y a quelque chose une accélération du temps et c'est le monde mammonique, hein, c'est le monde du fric, Et en fait, pour conclure, je voulais conclure avec vous le citez à la page 372 de l'article 331 de la Constitution européenne. Et qui dit que les États membres se consultent en vue de prendre les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu'un État membre peut être appelé à prendre au cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, etc., etc., etc. Je suis allé vérifier sur Internet, sur le site du Sénat, donc j'ai retrouvé le truc. C'est vraiment assez impressionnant, puisque même en cas de guerre, ce qui rend quand même absolument toute affaire classique caduque. On est en guerre, c'est quand même sérieux. Et ben, ce qui interroge et c'est le marché, c'est le business, c'est la circulation des marchandises. Et en fait, je mets ça en relation avec le statut de ressources humaines, hein, de DRH, donc des entreprises, de ressources humaines. Nous sommes devenus une simple ressource. Malléable à merci, corvéable à merci, délocalisable à merci, humilié à merci. Il y a qu'à voir les suicides chez France Télécom et après le patron de France Télécom, on va lui donner des parachutes en or, des retraites et même des médailles, hein, des médailles de gestion de manager. Donc je crois que là on a atteint le fond du gouffre, puisque le bonheur, puisque les affaires des hommes ne se résume plus uniquement que par le marché et par le fric. Et je crois que vous le résumez très très bien dans votre livre et vraiment je le conseille vraiment à tout le monde. Je considère comme un devoir de dire ce que j'ai appris. Après, parce que tout le monde n'a pas le temps ou l'énergie ou l'envie de faire les recherches que j'ai faites. Mais je veux dire, je pense que là, on s'est tellement fait bananer qu'on est vraiment les esclaves des temps modernes. Et d'ailleurs, on nous fait tout supporter.
crise, le prix du pétrole, la sécu, les machins, c'est nous qui sommes... on doit payer pour tout. Je veux dire, un mec qui est patron de PME et qui s'en sort pas, je veux dire, il va faire une faillite frauduleuse, on va tout lui prendre. Et ces gens-là, je veux dire, on nous a donné qu'un hocher, c'est la démocratie. On nous a dit, ah, mais vous pouvez voter, allez voter parce que c'est comme ça qu'on peut changer les choses. Ben, je voudrais bien, mais la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est que on ne peut pas changer grand-chose en allant voter parce que ceux qui sont en position d'être éligibles sont crachent au bassinet ou bouffent dans le bassinet. Donc la seule chose qu'on peut dire, c'est non. Donc, et vous parliez tout à l'heure des peuples qui sont, enfin je veux dire, tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, là c'est pareil, on nous dit les peuples sont en train de se révolter pour leur démocratie. Il faut arrêter, quoi, je veux dire, c'est bien, je veux dire, je trouve ça vachement bien. Je veux dire, il y a certainement d'autres puissances derrière, parce que c'est pas du jour au lendemain que les mecs se sont dit, ah ben là, on est capable de gagner. Faut arrêter de nous faire croire que c'est parce que c'est un mec qui s'est immolé par le feu qu'ils ont fait tomber les gouvernements. ça, c'est sûr qu'il y a des manipulations, c'est évident. Tout le monde veut tirer la couverture vers soi, hein. Ça, c'est évident. On a tout de suite envoyé des émissaires de la CIA, de Frank Wissner en Égypte, etc. Là, on a envoyé Hakim. Je pense qu'ils y étaient avant. Ah oui, 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 bah. Pouvoir dans les corridors pour savoir qui va remporter le jackpot. Bien sûr, bien sûr. Plusieurs généraux égyptiens étaient aux États-Unis pendant les émeutes. Et Hakim El Karoui, qui est manager chez Rothschild, a déjà infiltré le gouvernement actuel tunisien avec 4 de ses hommes, donc des franco-tunisiens. Donc c'est sûr qu'il faut suivre ça de très près. Mais bon, moi je fais confiance aux hommes de bonne volonté. C'est pareil, il y a des tas d'hommes qui se font massacrer, je veux dire, pour un idéal, mais qui se font massacrer, ils se font manipuler pour un idéal. Parce que je veux dire, bon, j'espère qu'ils vont y arriver et j'espère qu'ils vont gagner. Mais bon, ils sont déjà vachement manipulés eux aussi, quoi. Après avoir dit tout ça, c'est quand même assez accablant, assez décourageant. Enfin, moi personnellement, je suis conscient d'un peu beaucoup de choses depuis un moment, donc j'ai eu le temps d'encaisser, de mariner toutes ces infos. Mais il faut quand même dire aux gens qui écoutent, peut-être il y en a qui écoutent ça la première fois, faut leur dire que quand même, c'est bon, on a le pouvoir. Vous avez le pouvoir de refuser, de dire non. Vous n'êtes pas obligé de manger des plats préparés. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, de vous vacciner aux gardes d'asile, de vous vacciner à toutes ces cochonneries, de prendre tous les médicaments qu'on vous donne. Vous n'êtes pas obligé. Donc, tout va bien. Non, mais en plus, vous parlez du garde d'asile, mais ces gens-là ne reculent devant rien, parce que le garde d'asile, c'est soi-disant, quand on regarde les pubs télé, c'est sauver votre enfant, empêchez-la de mourir du cancer de l'utérus. Et quand on regarde l'autorisation de mise sur le marché du garde d'asile, à la haute autorité de santé, et j'ai mis tous les liens dans le bouquin, il y a écrit noir sur blanc que ce vaccin n'a aucun effet sur le cancer de l'utérus. Il a soi-disant un effet sur 2 papillomas, alors qu'on en a une centaine dans le corps, qui éventuellement pourrait donner le cancer de l'utérus dans 25 ans. Et s'il est efficace, il est efficace que pendant 5 ans sur 2 papillomas sur 100. Et quand une fille de 14 ans est vaccinée, elle va arriver à un âge, à maturité sexuelle à 19 ans. Je veux dire, à partir de ce moment-là, c'est même plus valable sur les 2 papillomavirus dont il nous parle. Et ça coûte 500 € à la sécurité sociale. Ouais. Alors, je veux dire, on a fait la boucle, là. Ah oui, je crois que c'est bouclé, oui. Mais c'est le même principe que la grippe. Les témoignages il faut que les gens arrêtent de se laisser terroriser par le corps médical et par les gens qui disent il faut absolument prendre ce vaccin, ou il faut absolument se faire vacciner contre le H1N1, ou il faut absolument se faire vacciner contre le cancer de l'utérus. Qu'ils aillent regarder les documents officiels. Moi, je demande à personne de me croire. Qu'ils aillent regarder les liens que j'ai mis et qu'ils se fassent leur propre opinion. Ça ne sert à rien. Et j'invite tout le monde à voir le film de Lina Bemoreco, Silence en vaccine. Hein. Mais 500 € un vaccin qui ne sert à rien, quand on fait des campagnes de vaccination à la télé pour dire aux petites filles d'aller se faire vacciner, et moi je reçois des témoignages de mères
qui ont fait vacciner leurs filles et dans quel état sont leurs filles 3 ans ou 5 ans après, ou même le garde asile, c'est beaucoup plus rapide que ça. C'est-à-dire que c'est immédiat, il y en a souvent entre la première et la deuxième injection qui sont déjà dans des états absolument innommables. C'est Quelle est terrible. la C'est terrible. culpabilité de la mère qui a amené sa fille se faire vacciner parce que son médecin lui a dit si, il faut absolument le faire. Je veux dire, c'est terrible, Terrible. le choix devant lequel on nous met. Et donc, il faut entrer en résistance. Tout à fait, En tout à fait. résistance pour tout. Pour les vaccins, il faut entrer en résistance pour les OGM et pour les semences. Quand on sait que les semences, enfin, on l'a pas dit, mais je veux dire, quand on sait que les semences, pour faire admettre une semence n'est autorisée dans les pays européens que si elle est au catalogue des semences. Pour entrer au catalogue des semences, ça coûte à peu près 400 000 euros. Et il n'y a que les semences, je veux dire, de gens qui peuvent se payer ce genre de brevet qui passent au catalogue des semences. Et à côté de ça, il y a quand même les grands humanistes comme Bill Gates, Warren Buffett, Monsanto, Syngenta, etc., qui sont en train de faire, enfin qui sont pas en train, qui ont fait au pôle Nord une banque des semences, un bunker sous les glaces dans lequel ils mettent toutes les séquences d'ADN de toutes les semences du monde qui piquent aux Africains, qui piquent, et donc ils leur piquent toutes les semences avec lesquelles ces gens-là vivaient, avec des agricultures vivrières depuis des années. Ils gardent tout ça dans leur banque et ils nous disent, voilà, vous pouvez vous servir que de telle et telle et telle semence qui sont stériles et qu'on est obligé de racheter tous les ans. Si c'est pas condamner le monde à la faim, c'est quoi? Les médias, déontologiquement, un journaliste doit chercher la preuve de ce qu'il dit parce qu'il est responsable de l'information qu'il donne aux gens qui le croient. Et les médias ne font plus leur boulot. Les scientifiques, les médecins ne font plus leur boulot. Ils se contentent de lire le quotidien du médecin, etc. Enfin, encore une fois, pas tout ça, je ne généralise pas. Il y en a de très bons partout. Mais je veux dire, plus personne ne fait son boulot dans ce monde. Mais le problème, c'est qu'ils ont tous des crédits à hauteur de 500, 700, 800 000 euros pour avoir acheté un petit appart. Vu la société de consommation et surtout d'individualisme, il suffit de perdre son job qui est grassement payé, hein, parce qu'un médecin, ça gagne bien, un journaliste, ça gagne bien. Donc ça peut se permettre un gros crédit à 5 000 euros par mois. Ben c'est simple, clair et net. S'il perd son job, il perd sa baraque. S'il perd la maison, il perd sa femme, ses enfants, et il perd toute autorité, toute crédibilité sociale. Donc ça se clochardise très très vite un salarié en France, puisqu'il n'y a plus de famille. L'individualisme est total. On vous appelle 4 milliards de fois par jour quand vous êtes au sommet, et on vous oublie dès que vous avez des soucis. Donc il y a quand même. Je crois que le système est très bien ficelé et on y est pour beaucoup. Je crois que l'homme est responsable de sa déchéance. Absolument. Oui, mais enfin, moi, j'ai mis à la fin de mon livre, parce que c'est ce qui m'est venu à l'esprit, je veux dire, il y a une chanson de Sting qui dit il faut espérer que les Russes, c'était au moment de la guerre froide, il faut espérer que les Russes aiment leurs enfants aussi et qu'il n'y aura donc pas de guerre atomique. Mais ces gens-là aussi, ces journalistes, ces politiques, etc., qui pourrissent le monde et qui laissent faire, ils ont aussi des enfants. Et ça, c'est la seule question à laquelle j'ai pas pu répondre, c'est que je me dis, bon, ils veulent sauver leur salaire, donc ils marchent avec le système. Mais est-ce qu'ils vont sauver leurs enfants? Moi, j'ai une réponse à cette question, mais c'est une réponse qui sort du cadre scientifique, c'est une réponse spirituelle, puisqu'il y a une réponse, hein, il y a une réponse claire, nette et précise concernant ces contradictions, hein, parce que c'est vrai que c'est choquant. Mais je dirais même, j'irai même plus loin, je sauterai pas de génération, je parle pour eux. Ces gens-là respirent l'air vicié que nous respirons. Vous croyez sincèrement que Sarkozy ou que les autres ministres mangent bio tous les jours? C'est pas possible, ils ne peuvent pas le faire.
ils mangent, par exemple, quand ils vont, je vous donne un exemple, quand ils vont aller au truc de l'agriculture, et qu'ils picorent dans les assiettes, qu'ils prennent du vin, un peu de saucisson, du pain, eh ben, tout est sous pesticides. Dans la vache, il y a des hormones. Quand il va se prendre une petite louche de yaourt, il y a du Prosylac dedans. Donc, ils sont complètement débiles, à mon sens. Complètement débiles. Intellectuellement, ils sont défaillants. Bah, c'est bien ce que je dis, c'est-à-dire que, mais ça c'est aussi le propre de l'humain, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont comment on dit, au profit immédiat, sans se rendre compte que bon, ça se paye plus loin. Bah, déjà, les politiques, je pense que leur seule préoccupation après avoir gagné une élection, c'est de gagner la prochaine. Pour gagner la prochaine, il faut créer un réseau. Ça va être le BTP, ça va être le médical. Donc, ils vont essayer de créer des réseaux pour récupérer de l'argent, pour afficher à la prochaine élection. Donc, je crois qu'ils sont complètement déconnectés des réalités du monde, de l'intérêt des citoyens. Je pense que c'est. Et après, quand on connaît leurs mœurs, quand on connaît toutes les affaires dans lesquelles ils trempent, je crois qu'il y a tout qui se. En fait, il y a tout qui s'explique, hein, tout est clair. Oui, mais absolument. Mais enfin, tout est on arrive à faire, enfin, pas facilement, hein, mais c'est vraiment, c'est comme un tourbillon, quoi, dans la mer ou un truc. Je veux dire, tout est imbriqué. Tout est imbriqué, tout à fait, tout est imbriqué, et c'est ce qui rend la lecture de ces faits faisable. Alors que quand on est dans le paradigme gauche-droite, la santé, le progrès, la modernité, la recherche, quand on voit ces guignols du Téléthon arnaquer chaque année de 100 millions d'euros les pauvres Français qui payent assez de recherche comme ça, alors qu'on sait très bien que le docteur Gernès soigne la myopathie avec une simple application de progestérone dans le bras des garçons avant les 6 premières semaines. Donc tout ceci est d'une gravité. Enfin, c'est fou. On demande encore aux gens maintenant de donner des sous encore au Resto du Cœur. C'est scandaleux. C'est scandaleux, un pays comme la France qui n'arrive pas à nourrir son peuple. Mais c'est scandaleux que ça soit encore le peuple qui donne à une autre partie du peuple. Et l'État dans tout ça? Où est l'État? Tout le temps, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. On est tout le temps dans la pleurniche, dans le sentimentalisme, dans la chanson qui va faire pleurer dans les chaumières pour ramasser du fric. Mais ça suffit tout ça. Enfin, faut se réveiller. Si la France, un des plus grands pays agriculteurs au monde, qui n'arrive pas à nourrir décemment, correctement son peuple, qui ne fasse pas les poubelles. Enfin, faut arrêter la partie. Enfin, faut arrêter. Il y a quelque chose qui cloche, on recommence. Mais il faut arrêter la partie. Il faut pas continuer. Ben, c'est les responsables mais non coupables. Ouais, ben, c'est pour ça qu'il faut arrêter il faut sortir de ce schéma droite, gauche, progrès, tout ça. Et quand on vient, quand on se met dans notre discussion, hein, quand on se met au courant d'un peu tout ça, eh ben, absolument tout trouve une réponse dans ce paradigme-là. Ce paradigme donne des réponses à toutes les questions que vous vous posez. Pourquoi le PCB, pendant 40 ans, ils savaient que c'était très mauvais, Monsanto, ils ont continué à le vendre. 40 ans, de 1937 à 1977. Et il va fallu attendre en France 10 années supplémentaires pour l'interdire. Eh bien, ça, c'est pas possible. On ne peut pas, l'affaire du Mediator, on ne peut pas l'expliquer autrement que comme nous l'expliquons nous. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont tous débiles. Alors qu'ils ont tous des diplômes. La défense des labos, elle est imparable. Parce qu'ils mettent un médicament sur le marché en sachant très bien que certaines, enfin pas toujours bien évidemment, mais dans certains cas ils savent très bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça leur a coûté tant pour développer un médicament, ils savent très bien que le médicament il est plus ou moins pas efficace ou plus ou moins nocif. Mais bon, ils le font passer par leurs accointances politiques, par les mecs qui mettent dans des positions. C'est pour ça que tout l'organigramme est important. C'est-à-dire, ils le font passer parce qu'ils ont des gens à l'OMS, parce qu'ils ont des gens à la FDA, parce qu'ils ont des gens à l'URSSAF, parce qu'ils ont des gens au gouvernement, parce qu'ils ont des gens dans les instances nationales ou supranationales ou internationales. Et à partir de ce moment-là, ben, ils font passer leurs trucs en sachant très bien qu'ils nous plombent.
Après, alors, il commence à y avoir des cas où il y a des problèmes, etc. Ils disent, mais d'abord, on nous dit effectivement que le médicament est super bon. Ensuite, on nous dit, oui, effectivement, il y a tel problème. D'ailleurs, ça s'est passé exactement comme ça pour le Mediator. Heureusement que l'avocat du Mediator, Houdin, c'est un mec qui a les deux pieds dans ses sabots et qui se laissera pas influencer et qui est béton. Mais je veux dire, on lui a fait exactement la même remarque. Après, on lui a dit, oui, mais effectivement, ok, il y a des problèmes, mais il n'y a pas de relation de cause à effet. Et il a fait, mais si, parce qu'il avait préparé ses trucs avant, il a dit, mais si, à tel moment, vous avez vu qu'il y avait tel problème. À tel moment, vous avez vu qu'il y avait ça. Mais vous avez laissé couler. Donc, vous le savez, mais vous l'avez laissé faire. Et donc, il y a responsabilité. Ensuite, ils nous disent, ah bah oui, effectivement, il y a pas une relation de cause à effet, mais il y a des faits troublants. Alors, ça doit être un dysfonctionnement de la TSAPS ou ça doit être un accident. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, pas du tout. C'est de répétitif. Ça. Parce que ça, c'est ce que je dis à un moment donné dans mon bouquin, parce que j'ai vécu 12 ans aux États-Unis, mais c'est juste une question de bon sens. Une fois, c'est un hasard, deux fois, c'est une coïncidence, comme ils disent dans l'armée américaine, et trois fois, c'est un complot. C'est pour ça que j'ai appelé mon bouquin Complot mondial contre la santé, en sachant très bien ce qui allait me tomber sur la gueule, c'est-à-dire qu'on allait me dire « Ah oui, vous êtes une complotiste, vous êtes une conspirationniste ». Mais moi, je ne suis pas une complotiste parce que je dis les faits et que j'apporte les preuves. C'est clair. Les complotistes, ce sont les gens qui complotent derrière notre dos pour nous faire bouffer leur merde. Bien, Ah, moi, là. c'est exactement ce que je dis. C'est eux, les complotistes, c'est eux qui complotent pour notre mort. C'est exactement l'argument que je prends. Moi, j'ai fait que mettre les faits bout à bout, et quand j'ai pas la réponse, je dis, ben voilà les faits, voilà les preuves, ben non, tirez-en vos conclusions. Moi, la mienne, elle est celle-là, mais je veux dire, n'importe qui peut apporter une autre conclusion. Mais je veux dire, comment on dit, le machiavélisme va jusque-là. C'est-à-dire que les gens qui dénoncent leur turpitude sont des complotistes. J'aurais pu très bien, je savais très bien en l'appelant complot mondial contre la santé que j'allais m'attirer les foudres. Et j'aurais pu l'appeler scandale, machin. Mais non, c'est un complot parce que je suis même allée regarder la définition dans le dictionnaire. Un complot, ce sont des gens qui se réunissent derrière votre dos dans des buts néfastes. Si des gens comme les labos, etc., comme Monsanto, machin, qui savent très bien qu'ils mettent sur le marché des produits qui vont tuer nos nappes phréatiques, qui vont tuer les sols, qui vont tuer les insectes, les abeilles, etc., qui vont détruire les paysans, qui vont détruire notre santé, c'est pas eux les complotistes, alors c'est quoi? Regardez ce que j'ai trouvé, regardez les preuves, et après vous faites ce que vous voulez. Ben, vous savez, comme je le dis souvent, devant un tribunal, on gagne devant un tribunal, bien sûr, qui ne soit pas impliqué dans des réseaux mafieux, hein, que tout le monde connaît. Devant un tribunal, on gagne parce que les preuves sont là, les morts existent, mais malheureusement, la justice ne s'applique plus, la police ne réagit plus, les politiques sont corrompus. Je rappelle que la justice a le droit. Le ministère public a le droit de porter plainte contre quiconque représente une menace pour l'intérêt public. Pourquoi personne ne le fait? Pourquoi il faut attendre qu'il y ait 115 dossiers de patients qui portent plainte? C'est quand même hallucinant. On voit qu'une entreprise dérive totalement, ils ont tué des milliers de personnes et il n'y a pas un procureur qui a le courage de porter plainte, de stopper ce meurtre, ce carnage. Après, on nous dit, oui, mais il y a les jobs, il y a 5000 salariés. Oui, mais bon, on attend quoi? Qu'il va tuer 5000 personnes? Pour tout ça parce qu'il fait embaucher 5000 personnes. Et depuis quand 5000 personnes? C'est un enjeu économique. C'est pas un enjeu économique, Servier. Donc ça n'a aucun sens. Enfin, il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a quelque chose qui est cassé. Il y a quelque chose qui est cassé. C'est exactement ça. Oui, mais bon, leur système est vachement bien pensé du début à la fin. Ah, c'est génial, c'est génial. C'est malin avec un grand M. Après, ils disent c'est un dysfonctionnement, et après ils disent, oups, quand on voit le sang contaminé, quand on voit les hormones de croissance, quand on voit, je veux dire, le scandale de l'hormone de croissance, c'est terrible. C'est monstrueux, monstrueux, monstrueux. Je veux dire, des enfants qui juste n'étaient pas assez grands
on leur donne, enfin, qui, sans être scientifique, ok, est-ce que ça vous viendrait à l'idée d'aller chercher des hypophyses sur des gens qui sont malades d'Alzheimer et de les implanter sur des enfants? Sur des cadavres. Sans être scientifique. Et ces gens-là nous disent, bah oui, je suis un grand scientifique, mais bon, je l'ai fait, mais dans l'état des connaissances scientifiques de l'époque, on ne pouvait pas savoir que c'était nocif. Mais bon, ça tient pas, là encore, devant un tribunal. Cette excuse ne tient pas. Parce que... Je veux dire, l'hormone de croissance, ils n'ont rien pris, le HB, Eh oui, ils n'ont c'est rien ça le pris, problème. C'est ça le problème. non, je veux dire, ça tient pas. Il faut qu'ils arrivent à démontrer qu'il y a... C'est pour ça que l'avocat du médiator est très fort, parce que lui, il a cherché les preuves avant, et chaque fois, il les a laissés s'enfoncer. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils ont dit, ah ben non, mais il n'y a pas de relation de cause à effet, il dit, mais si, parce que regardez, vous avez dit ça à tel moment, donc vous étiez conscient, etc. Et chaque fois, ils démontent leur truc. Mais moi, je suis persuadé qu'on peut les mettre en prison Et très on simplement. propose d'indemniser les victimes qui ne se retournerait pas contre lui, qui accepterait de ne pas porter plainte contre lui. Mais moi, je veux pas qu'on indemnise des victimes. Moi, je veux que la justice soit faite. Je veux que la loi s'applique à un criminel qui a tué 5000 personnes ou 2000 personnes. La loi, c'est pas une indemnisation. Depuis quand on indemnise des meurtres? Quelqu'un qui tue dans la rue 5 personnes, il les indemnise pas quand même. Enfin, si un milliardaire, il est dans la rue, il passe, il tue 3 personnes, après il dit, attendez, portez pas plainte, je vous indemnise 100 000 euros chacun. Mais ça va pas, ça n'a aucun sens. C'est pas comme ça que ça fonctionne, la loi, la justice en France. Le code pénal ne fonctionne pas ainsi. L'indemnisation, c'est en plus. Oui, mais ces gens-là, effectivement, sont des criminels, je veux dire, c'est crimes contre l'humanité. Si une fois dans la vie, si une fois dans l'histoire de l'humanité, il y a eu crime contre l'humanité, c'est bien là. Ah ben, évidemment, on parle de millions de morts là. Hein. On parle de millions de morts entre les maladies nosocomiales, la iatrogénie médicamenteuse, plus tout l'empoisonnement environnemental agrochimique. On parle de millions de morts. Hein. C'est évident depuis maintenant 30 ans que ça dure. Ça, c'est inégalable. Hein. Je crois qu'on a nul démon ne peut espérer mieux que ça. Hein. C'est pas possible. Aucun dictateur, aucun monstre, c'est inconcevable. C'est inespéré. Ouais. Bon. Bah écoutez, merci infiniment, mais vraiment. Moi, Votre livre est important. J'insiste et j'invite les gens à se le procurer. Complot mondial contre la santé, édition Alphée, La passion d'éditer, Jean-Paul Bertrand. Donc il faut absolument se le procurer et 21,90 € et lire ça et le diffuser, surtout diffuser ces informations. Parce que bon, je suis désolé pour vous, pour tous les auditeurs, c'est comme ça, c'est ainsi. Elle a raison dans ce qu'elle écrit. C'est écrit noir sur blanc. C'est les réalités de ce monde. Les morts existent. N'attendez pas ce qu'il y ait des morts dans votre famille pour réagir et de créer de stériles associations supplémentaires de défense, de je ne sais quoi. C'est trop tard après que la mort soit passée par là. Je crois que c'est trop tard. Il faut réagir avant. Il faut être un peu préventif. Donc, lisez tout ça. Faites diffuser l'information. Merci infiniment, Claire Sévrac. Donc là,